Bonjour à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler d'actu et de toutes les bonnes initiatives de nos régions. On est en direct, vous le savez, donc n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Si vous avez des réactions pour nos invités, n'hésitez pas, on nous posera vos questions. Au sommaire, aujourd'hui, je recevrai Evelyne Garacelli, présidente du comité féminin Haute-Savoie pour le cancer du sein. Elle viendra nous parler d'Octobre Rose. Et puis nous parlerons ensuite de Tag My Food avec son directeur Christian Dumont. Et puis enfin, on parlera sport avec Émilie Sadou. C'est en particulier, on parlera roller, les championnes du monde. On verra tout ça avec elle. Elle revient de Chine. Mais avant les titres du JT, avec toi, Fenêtre, on va bien évidemment parler du Tour de France. Et oui, bonsoir Pauline. On va effectivement parler du Tour de France puisque le parcours de la 105e édition a été révélé aujourd'hui. Et on est gâtés cette année. Alors c'est souvent le cas, hein, mais cette année, ça va être particulièrement sympathique pour les amateurs de cyclisme. Donc ça va faire Annecy, le Grand Bornand en passant, c'est une première par l'Aiguilière. Et puis Albertville, La Rosière en passant par le Cormet de Roseland. Donc on va faire un petit peu le point dans le JT. Et un départ de Bourg-Saint-Maurice aussi, effectivement. Et un départ de Bourg-Saint-Maurice. Très gâté cette année. Et puis le deuxième sujet, ça parlera des accueils des primo-arrivants. Voilà, on en a déjà parlé dans le JT. Près de 500 demandeurs d'asile sont arrivés sur Annecy fin septembre. Alors là, certains sont repartis, mais en tout cas, des demandes ont été faites d'asile et d'autres sont encore en cours. Et donc, Jean-Paul Crespi nous propose de comprendre comment ça se passe très concrètement. Il y a une plateforme qui est dédiée à cet accueil. Donc, on a été voir un petit peu, enfin, Jean-Paul a été voir comment c'est. Alors aujourd'hui, pas de revue de presse tout à fait classique. Voilà. Tu reparles du focus sur l'exercice de sécurité attentat qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà. On a pu te suivre toute la journée avec Olivia sur Facebook. C'est ça, on y reviendra également un petit peu dans le JT. Mais donc effectivement, c'était un exercice toute la journée, un exercice attentat. C'était une première sous cette forme-là. C'était organisé à Roche Expo, donc on va voir un petit extrait. On a suivi un petit peu les coulisses tout du long. Alors c'est un extrait et pas un off, si je puis me permettre, en régie. Donc si vous pouvez juste relancer depuis le début. Pour l'entendre du début. Et puis, j'avais promis la chasuble verte, elle est là, elle est belle. Et c'est magnifique, et ça, il te va merveilleusement bien. On n'a pas vu celui d'Olivia, mais le tien te va merveilleusement bien. Oui, je porte bien le vert. Donc on va regarder un petit extrait. Effectivement, on a fait 3 Facebook Live au cours de la journée. Alors le scénario, la foire de la Roche sur Foron, une centaine d'otages. Oula, alors bah voilà, ça tire. Donc c'est un exercice, hein, je vous le rappelle. Forcément, les forces de police n'interviennent pas n'importe comment. Il y a une zone rouge. Donc c'est ce qu'il y a juste derrière nous où les terroristes doivent être neutralisés, où les secours ne peuvent pas accéder. Il y a des zones oranges qui sont à peu près sécurisées, où les premiers secouristes peuvent intervenir équipés de gilets. Et puis les zones vertes. Alors là, vous le voyez, ça sort juste en face. Donc en fait, les forces sont en train de sécuriser cette zone pour que les secouristes puissent ensuite intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir tant que la situation n'est pas tout à fait exercée. Et donc là, on voit des victimes évacuer eux-mêmes d'autres victimes. La voiture bélier est censée... Voilà, donc on a vu les zones d'intervention. Là, on était sur l'hôpital de jour, en fait, hein, qui a été mis en place en temps réel. Donc, un côté coulisses qu'on a souhaité vous faire partager toute la journée. C'est assez impressionnant, c'est ce que tu nous as dit. C'est assez impressionnant. On a vu même certaines victimes, enfin fausses victimes, sortir en pleurant parce qu'effectivement, on est rentré un petit peu dans l'entrepôt. Quand il y a les forces de police qui arrivent, ça crie beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Eux, c'est très, très réaliste. Donc, effectivement, c'est assez impressionnant. C'est intense. C'est intense. Du coup, moi j'ai vraiment préparé une revue de presse. Voilà, donc toi tu as revue de presse, on va partir à Genève pour commencer avec une initiative. Oui, alors on connaissait Fanette les food trucks, et bien pour un repas et sur le pouce, et bien maintenant c'est l'info truck pour l'orientation professionnelle. Alors le but ici c'est de faire connaître bien les métiers de santé et du social. Info truck va donc à la rencontre des étudiants et des personnes en reconversion professionnelle. Alors la campagne de promotion elle peut étonner, mais au moins ça fait parler, parce que quand on sait que certaines écoles refusent des étudiants faute de place du côté de Genève. Alors Mauro Poggia, qui est conseiller d'État chargé de la santé, l'assure, des changements sont prévus. Il prévoit donc d'ouvrir 1 à 2 classes supplémentaires dans la filière des soins infirmiers à la Haute École de Santé de Genève, et ce dès l'année prochaine. Il dit surtout qu'il faut arrêter d'aller chercher ailleurs et de former ces jeunes dans le domaine de la santé et du social. Alors à l'intérieur du truck, on pourra trouver des supports audiovisuels interactifs, des bandes dessinées qui informeront sur le métier de technicien en radiologie médicale ou encore hygiéniste dentaire ou podologue. Alors
Alors la première sortie de cette infotruck, c'est prévu le 14 novembre, place de Hollande à Genève, de 11h à 15h. Et puis on reparle du Tour de France. Bah oui, forcément, puisque c'est un peu l'actu du jour. Le parcours, tu le disais, a été dévoilé aujourd'hui, même si on avait des suspicions. Quant aux étapes, on en avait déjà parlé. Il y en aura donc une entre Annecy et le Grand Bornand, ce sera le 17 juillet, lendemain de la journée de repos que les coureurs passeront d'ailleurs à Annecy, normalement. 2 autres étapes dans le département, Albertville-la-Rosière et Bourg-Saint-Maurice-la-Peu d'Huez. Alors AG2R La Mondiale a également tweeté, on le sait, c'est l'équipe de Savoie avec Romain Bardet qui a terminé sur le podium du Tour de France l'an dernier. Cette année, apparemment, c'est un parcours qui lui convient, notamment ces étapes de montagne. Donc on espère que le Français brillera sur nos routes de Haute-Savoie. Ce sera donc une belle fête cet été. Alors pour en parler avec nous, Stéphane Valli, qui est président de la communauté de communes de Faucigny-Glières, puisque la première étape qui fera Annecy, le Grand Bornand, passera par le plateau des Glières. C'est une grande première. Merci d'être avec nous. Alors c'est une fierté, j'imagine, pour vous que ce Tour de France passe par le plateau des Glières. Une fierté, oui, tout à fait. Je suis très très heureux que le Tour de France passe sur la communauté de communes Faucigny-Glières, en particulier sur un plateau historique. C'est un patrimoine de notre territoire, un patrimoine à la fois historique, naturel, et évidemment qui met bien en valeur notre stratégie aussi touristique, qui tourne autour du vélo et du nordique sur la partie hivernale. Et donc vraiment très très heureux. C'est symbolique aussi, et puis ce ne sera pas une étape facile, ça va jouer déjà là, c'est ça aussi qui va être sympa au plateau des Glières. Voilà, ce sera une étape qui sera difficile, c'est la première fois qu'on va monter au plateau des Glières par le Petit Bornand, avec une étape très très raide, 6 km à 11% de moyenne, donc je crois que c'est une des étapes qui sera les plus difficiles du Tour de France, c'est la première étape de montagne en plus, donc ce sera particulièrement difficile. Une portion en plus de terre ensuite, de 2 km pour traverser le plateau. Donc je pense que ça va être vraiment une étape, un temps fort du Tour de France. Et encore une fois, sur le territoire Faucigny-Glières, en Haute-Savoie. Donc c'est vraiment génial pour notre territoire et puis pour la Haute-Savoie. Qu'est-ce que vous attendez comme retombée avec une étape du Tour comme celle-ci ? Bien, la communauté de communes, je vous dis, a misé depuis longtemps sa stratégie touristique sur la pratique sportive, en particulier le vélo sur l'été. On a reçu plusieurs fois le Tour de l'Avenir, plusieurs fois le Tour des Pays de Savoie. Le Critérium du Dauphiné libéré est monté sur le plateau de Solaison, qui est le deuxième plateau remarquable de notre territoire. Et puis sur la partie hivernale sur le Nordique, pour nous, c'est important qu'on mette en valeur notre territoire, en particulier les 2 plateaux. Ça permettra donc de rappeler l'aspect mémoriel du plateau des Glières, qui est un plateau donc qui va rappeler l'histoire, l'importance du maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur, avec des très belles images de France 2 qui vont être diffusées au niveau international, eh bien ce plateau, les gens vont pouvoir le découvrir et peut-être qu'ils y reviendront, qu'ils voudront le découvrir physiquement et donc ça permettra de valoriser, de mettre en avant également nos restaurants sur le plateau des Glières. Et puis toutes les activités touristiques qui permettent de faire fonctionner ces 2 villages de Petit Bornand des Glières, d'Entremont et puis également de Brison sur le plateau de Solaison. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Valli d'avoir été avec nous et puis vivement le mois de juillet. Merci beaucoup. On le rappelle, donc cette étape du Tour se fera le 17 juillet prochain et on aura l'occasion d'en reparler dans le JT. C'est ce que j'allais dire dès jeudi parce que y a des organisateurs qui viennent reconnaître le parcours, donc on en parlera jeudi soir. C'est ça. Merci beaucoup Fanette, je te laisse rejoindre la régie puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis pour continuer cette émission et venir s'asseoir sur ce canapé, je reçois Evelyne Garlacelli, présidente, je vous en prie, du comité féminin Haute-Savoie Cancer du sein. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Alors on va parler de l'opération Octobre Rose qui a débuté il y a quelques jours et qui se déroule donc tout ce mois d'octobre. Quel est le but déjà très rapidement de ce mois Octobre Rose ? Alors le mois Octobre Rose, c'est le mois de la prévention, du dépistage du cancer du sein. Depuis déjà 2002 en ce qui concerne notre pays. Et notre association, spécifiquement pour la Haute-Savoie, créée en 2002, reconnue d'intérêt général, relaie donc ce message de prévention depuis 15 ans. Alors 15 ans justement, en 15 ans ça a évolué, c'est grâce à cette opération, on voit l'évolution du dépistage du cancer du sein chez les femmes. Oui, on voit l'évolution aussi déjà dans les mentalités, c'est-à-dire qu'on arrive à en parler plus facilement. Au fil du temps, nous avons osé faire des conférences ouvertes au public, ce qui n'était pas évident au départ. Nous avons ouvert des stands d'information sur différents lieux, les marchés, etc. Et surtout, nous nous sommes appuyés sur les communes, sur les associations sportives, culturelles, qui relaient notre message et qui, au fil du temps, ont
organiser des événements, des marches, des compétitions sportives, puisque notre objet ici, c'est effectivement de promouvoir le dépistage, la prévention auprès du public, auprès des femmes particulièrement, mais aussi des hommes, parce que d'abord, il y a des dommages collatéraux lorsque vous avez ce choc qui vous arrive. Et les hommes, il ne faut pas l'oublier, même si c'est un faible pourcentage, 1% peuvent développer des cancers du sein. Alors pour les femmes, effectivement, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Cette importance du dépistage, c'est vraiment le mot d'ordre, parce qu'à partir de 50 ans, le dépistage, il devient obligatoire et gratuit, mais c'est vraiment ça, parce que le dépistage est important, parce que plus on dépiste vite, plus ça a de chances d'être guéri. C'est un cancer qui se guérit plutôt facilement. Exactement. Alors, ce n'est pas un dépistage obligatoire, excusez-moi, c'est un dépistage organisé, c'est-à-dire qui est pris en charge par les pouvoirs publics. Il y a un remboursement effectivement de cette prise en charge. Et il concerne les femmes de 50 à 74 ans, puisque statistiquement, c'est dans cette tranche d'âge que les femmes peuvent avoir le plus de cancer du sein. Mais notre association a, dès le départ, encourager toutes les femmes à se prendre en charge, non pas pour un dépistage systématique, mais pour une prise en charge individuelle avec son médecin traitant, son gynécologue. Nous rencontrons de plus en plus sur nos événements de jeunes femmes qui ont des cancers du sein, mais comme elles sont effectivement plus attentives, eh bien, la précocité permet les chances de guérison, on le dit à 90% en tout cas dans notre pays. Qu'est-ce qui fait encore peur aux femmes dans le dépistage? La peur de savoir qu'elles ont peut-être le cancer, c'est ça surtout? Bien sûr, bien sûr. Alors je dois dire que les Savoyardes sont quand même bien placées, puisque le taux de dépistage est de l'ordre de 63 à 64% pour le département, alors qu'en national, la moyenne avoisine les 50-52%. Donc on ose espérer que c'est grâce à nos actions depuis toutes ces années qu'on a brisé un petit peu le tabou, et il vaut mieux effectivement se prendre en charge et se faire dépister. La mammographie, c'est quand même un examen très simple, c'est un examen fiable. Bien sûr qu'il y a des polémiques, comme à chaque fois. Il y a des surdiagnostics de 5 à 10%. Il y a effectivement des cancers induits de l'ordre de 5%. Mais ça vaut la peine, effectivement, de faire sa mammographie dans de bonnes conditions pour éviter, effectivement, que la tumeur ne soit trop importante. Et là, on peut éviter les traumatismes que nos mères ou nos grands-mères ont malheureusement subis. C'est encore une fois, comme vous le disiez, le premier cancer féminin. Donc, il faut, voilà, prendre soin de soi, comme je le disais. Bon, là, on disait 50 ans, mais est-ce que par exemple à 25, 30 ans, on peut commencer peut-être à, voilà, on parle d'autopalpation, ce genre de choses, il faut être vigilante tout au long de sa vie de femme? Exactement, je dis souvent, il faut être acteur de sa santé. Et bon, il est très rare de développer un cancer du sein avant 20 ans, mais si on a des prédispositions génétiques, sa maman, ses sœurs, ses tantes qui ont eu un cancer, et à ce moment-là, effectivement, il faut prendre le temps d'avoir une consultation d'oncogénétique qui existe déjà à Annecy, à Chambéry, à Thonon, grâce au professeur Leroux, dont je salue le travail d'ailleurs. Mais c'est un cancer là qui représente 5 à 10% des femmes. Les autres facteurs sont difficilement identifiables. Bien sûr, il y a le facteur de l'âge. Il y a le facteur de la sédentarité, et il y a aussi le tabac et l'alcool, comme dans d'autres formes de cancer. Alors il reste encore quelques jours avant la fin de ce mois d'Octobre Rose. Il reste encore des événements jusqu'à la fin de ce mois où les gens peuvent se déplacer pour avoir des informations, par exemple? Bien sûr. Alors le prochain événement pour nous, c'est notre conférence annuelle qui est le 20 octobre, qui a lieu le 20 octobre au centre dépensière de la Fondation Mérieux, qui est notre partenaire historique. Et je les en remercie parce qu'ils nous accueillent toujours avec une grande bienveillance. Et là, nous avons effectivement un plateau très intéressant. Le docteur Chloé Tarnot, qui est le médecin coordinateur du dépistage, qui fera justement le point
de la structure de gestion et l'évolution du dépistage organisé, puisqu'il est question de s'appuyer aussi sur le médecin traitant désormais, pour éviter que voilà, une simple lettre un peu administrative, c'est vrai, sur le ton un petit peu impersonnel arrive vers les femmes. Et puis nous aurons également le radiologue, enfin Madame Élise Fréard, qui travaille avec le docteur Guret, qui est notre médecin référent ici sur le département. Le docteur Thomas Jal, qui effectivement en tant que chirurgien gynécologue interviendra, et le docteur Muriel Poupon sur l'aspect de l'esthétique, parce que c'est important, il faut garder l'estime de soi. Et tout cela, effectivement, maintenant, nous avons un éventail très important à la fois de thérapeutique et d'accompagnement. Donc, le message, il est clair, c'est le dépistage, il ne faut pas en avoir peur et il faut y aller. Plus on est dépisté tôt, plus on a de chances de se faire guérir. C'est vraiment le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. Et après cette conférence, nous aurons encore quelques événements, quelques marches. Nous serons également présentes à Sallanches, à la foire froide, parce que nous allons un peu partout. Nous allons sur les marchés, nous allons effectivement sur des événements sportifs et puis plus artistiques. On était au Festival de magie l'autre jour à Rumilly. Je sais que le club de rugby de Rumilly va également nous accueillir et lancer une opération avec les féminines pour nous. Donc on remercie vraiment beaucoup d'actions. Voilà, il y a vraiment une mobilisation très intéressante et les hommes s'y mettent, puisque généralement pour le foot, ce sont des présidents qui tiennent la rampe, et ça nous fait très plaisir parce que les hommes sont aussi concernés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce mois d'Octobre Rose et de ce dépistage du cancer du sein. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie pour recevoir mon prochain invité, Christian Dumont. Il est le directeur de Tag My Food. Tag My Food, c'est une application, je vous en prie, prenez place sur le canapé. Tag My Food, c'est une application qui permet de connaître la provenance des produits, si je ne me trompe pas. Alors, expliquez-moi un petit peu plus en détail ce que c'est exactement ce Tag My Food. Oui, alors Tag My Food, c'est un dispositif de transparence alimentaire qui permet aux consommateurs d'obtenir la vérité sur les aliments qu'ils consomment au restaurant, qu'ils s'apprêtent à acheter sur un point de détail, qui peut être un professionnel de la bouche, un détaillant, un supermarché. Le but, c'était quoi? C'était que les consommateurs prennent conscience de ce qu'ils mangent? Oui, alors il y a deux grands axes dans Tag My Food. Le premier, c'est de jouer sur le consommateur, acteur de ses choix, qui, dans sa sélection d'aliments, va pouvoir sélectionner des produits bons pour lui, sains, des éléments qui favorisent une économie circulaire, une économie locale. Il va pouvoir choisir des produits de saison, des produits locaux, des produits authentiques. Il va être sûr de ne pas se tromper. Quand il va aller dans un restaurant, il va vraiment avoir de la perche du lac. C'est aussi, côté producteur, c'est la capacité de valoriser des choix professionnels. Alors, vous avez été primé à Genève au Smart City Day. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être primé? Ça m'a apporté beaucoup de notoriété et on a des jours, on bénéficie de jours d'accompagnement, notamment pour travailler tout ce qui est associé aux géodonnées et puis rechercher des financements. C'est aussi la stratégie de l'entreprise aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, vous travaillez avec des producteurs, des commerçants, des restaurateurs qui fournissent les données. Comment ça se passe? Comment vous allez les chercher? C'est eux qui vous démarchent? C'est vous qui les démarchez? Oui, alors on les démarche. La démarche est facile parce qu'en fait, Tag My Food génère énormément de rentabilité pour nos adhérents. Et donc la démarche commerciale, elle est facilitée. Comment on gère les données? Chaque professionnel a un système qui lui permet de gérer des lots. J'en ai pris un ici. Et ce lot, il est unique, il est propre à un aliment. Et il va suivre l'aliment, il est associé à son contenant. Et il va arriver chez un restaurateur ou chez un détaillant qui va tout simplement, lui, avec une application, scanner le produit et l'amener sur sa page de présentation. Alors on s'appelle Tag My Food, mais aujourd'hui on ne tague plus sa nourriture. Oui. Du coup, le consommateur, comment ça se passe? Il peut avoir une application sur son mobile, il peut aller voir sur le site internet. Comment ça se passe pour le consommateur? Oui, il a les deux solutions actuellement. On travaille essentiellement en web mobile. Le smartphone, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre à côté de moi, il développe des usages nouveaux. C'est-à-dire que le consommateur, je vais vous raconter une petite histoire, se retrouve dans un restaurant ou chez des amis, il mange un aliment et il trouve que c'est bon.
Et là, on va pouvoir ouvrir une nouvelle interaction, complètement nouvelle, puisque mon consommateur, avec son smartphone, encore une fois, il n'a pas besoin de scanner l'assiette, il va pouvoir se renseigner sur l'aliment qu'il apprécie, et il va pouvoir remonter toute l'origine du produit. On n'est pas vraiment dans une stratégie où vraiment il y a de la méfiance de la part du consommateur. Certes, on va répondre à cette petite inquiétude qu'il peut avoir sur l'origine de certains produits, mais nous, on va vraiment capitaliser sur cet instant de découverte où, effectivement, en scannant l'aliment, il va retrouver un producteur, il va retrouver un terroir, il va retrouver les choix professionnels qui ont été faits par le producteur sur une sélection de races pour un animal, sur une alimentation, sur un élevage. Et du coup, il va pouvoir se former, on va éduquer le consommateur à identifier les facteurs qui ont personnalisé le produit, qui ont fait, en fait, tout simplement qu'il apprécie ce qu'il est en train de manger. Et puis du coup, là, on le voit par exemple, il y a aussi des recettes, donc c'est des aliments qui sont suivis et avec lesquels, du coup, c'est tout un suivi. On peut aussi faire ces recettes chez soi. Oui, on s'est rendu compte que le principal frein au changement des habitudes alimentaires, c'est qu'effectivement, on a toujours tendance à consommer les mêmes aliments tout au long de l'année. Et là, en fait, le grand axe de Tag My Food, c'est qu'effectivement, on le voit ici, on a des informations de saisonnalité sur un aliment. On va pouvoir choisir un aliment local, de saison. Et on va pouvoir, alors c'est le grand paradoxe également de Tag My Food, d'un côté on amène de la rentabilité à nos adhérents, quels qu'ils soient producteurs, qu'ils soient détaillants ou restaurateurs, ils vont générer du trafic, ils vont mieux vendre, ils vont valoriser leurs produits. Si je prends l'exemple d'un restaurateur, tout simplement, il va valoriser son métier qui consiste à sélectionner des bons fournisseurs, des bons produits et à bien les préparer. Et puis d'un autre côté, le consommateur, il va pouvoir également faire des économies parce que quand on achète le produit local, un produit de saison au bon moment, on peut l'acheter à moindre coût. C'est un peu mon bœuf. On va pouvoir, un bœuf, c'est pas juste une côte de bœuf. On va permettre aux consommateurs de sélectionner, à travers les recettes notamment, des aliments qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, des aliments peut-être moins nobles, mais excellents si on prend le soin de les préparer correctement. Vous vérifiez ces fiches, comment vous les vérifiez en fait, puisque si c'est le restaurateur ou le producteur qui vous emmène, après derrière vous avez un suivi, j'imagine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mensonge entre guillemets de la part de ces producteurs ou de restaurateurs. On a 3 ans d'expérience et effectivement on a eu quelques petits malins qui ont voulu tenter de faire passer des produits moins nobles pour des produits plus nobles. Aujourd'hui, on a mis des verrous. Le verrou, il est simple. Mon producteur, quand il identifie un lot, il y associe une date limite de péremption. Et en fait, les produits donc, sont effacés des bases de données dès lors qu'ils arrivent en fin de date limite de consommation. Là, vous avez à peu près 80 producteurs, 20 restaurateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. L'idée, c'est quoi les objectifs là, à courte et moyenne et longues échéances? Alors, on a la chance de rentrer dans des réseaux actuellement. Et donc, on a un effet boule de neige qui va très très vite. Dès qu'on rentre en restaurateur, on va rentrer ses fournisseurs. Dès qu'on rentre en grossiste, on rentre à la fois ses fournisseurs, ses clients. Donc, on va atteindre plus de 2000, c'est notre objectif, plus de 2000 adhérents fin 2018. Alors, très rapidement, vous recherchez des financements pour cette application parce que j'imagine que ça demande beaucoup de moyens. Oui. On est déjà une équipe de 7 personnes. Et aujourd'hui, on est en train de recruter des commerciaux, des gens qui vont pouvoir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de nos différents outils. Et oui, on a besoin de fonds. Là aussi, le concours Géofab me rend service. C'est quand même porté par InnoBridge, structure suisse qui a un fonds d'investissement, qui me présente à des investisseurs. Et indépendamment de ça, on lance une campagne de crowdfunding la semaine prochaine. Très bien. Donc, c'est un appel direct. On en reparlera donc la semaine prochaine, on mettra très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis de nous avoir expliqué un petit peu cette application Tag My Food qu'on peut télécharger sur nos smartphones et qu'on peut aller chercher sur Internet, Tag My Food, et puis on peut suivre ces aliments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne et puis, merci. Va vous succéder sur ce canapé Émilie Sadou, qui est championne du monde de roller. Elle arrive avec tout son matériel et ses médailles. Merci d'être avec nous.
Alors, le casque, la petite mascotte, j'imagine, Exactement. et un roller. Alors, vous revenez, alors il y a un petit moment déjà, mais de Chine, où vous avez participé au championnat du monde. C'était une première, vous avez récolté 2 médailles, une en or, une en argent. C'était attendu ou c'était surprenant? Oh non, complètement surprenant. Enfin, j'ai donné le meilleur de moi-même et le résultat était excellent. Et en fait, le tout poussé par un grand fan club qui était derrière moi. Et du coup, je pense que ça m'a un petit peu poussé outre frontières et le résultat a été celui qu'on connaît maintenant. Alors, quel type de roller vous faites pour ceux qui ne connaissent pas très bien? Qu'est-ce que vous faites exactement comme sport? Alors effectivement, c'est pas très connu, mais je pratique le roller de descente. D'accord. Donc le principe, c'est de descendre tout ce qui est en goudron, voilà, avec des rollers au pied, donc des rollers de vitesse type synchro. Donc là, effectivement, on voit un petit peu mon run d'entraînement avec le circuit qu'on avait en Chine. C'est impressionnant, donc, ça va très vite. Ça allait assez vite, on arrive à différentes vitesses. Là, le parcours était assez sinueux, donc on n'a pas pris des grandes vitesses, on va dire entre 60-70 km/h. Mais on arrive à aller facilement jusqu'à 90, enfin on va aussi vite que les voitures. C'est un sport dangereux quand même. C'est pas tout dangereux, puisque vous avez vu, il y a des protections, on roule en étant complètement protégé. Voilà, non, on peut pas parler d'un sport dangereux, c'est plutôt un sport à sensation. D'accord. Donc on disait c'est peu connu comme sport. Du coup, où est-ce que vous pratiquez? Comment il y a une fédération? Comment ça se passe? Voilà, donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la première fois en équipe de France de roller de descente, puisque c'était la première fois qu'avaient lieu les Roller Games. Donc on était 5000 athlètes, 60 nations, et donc une délégation de 150 Français là-bas en Suisse. En Chine. En Chine. J'ai vu l'athlète avec la combinaison, c'est pour ça. Et du coup... sur les routes, eh bien on a tout sur place. J'ai la chance d'habiter une belle région et donc en fait les entraînements se font sur les beaux cols de nos routes ici, que ce soit le col des Aravis, le col de la Colombière, la descente de Manigot. Voilà, c'est comme ça que je m'entraîne. Alors la délégation française a bien réussi sur place. Ça demande à être médiatisé du coup parce que voilà, vous avez ramené un paquet de médailles. Effectivement, donc chez les Français, il y a donc moi qui suis championne du monde donc en chrono individuel et puis qui remporte aussi la médaille d'argent en border. Donc ça, c'est une autre discipline qui a eu lieu le lendemain où là, l'idée, c'est on part à 4. Et donc, c'est la meilleure qui arrive en bas, donc exactement comme les borders qu'on connaît en ski. Oui. Voilà. Et après, chez les hommes, effectivement, on a un homme qui est Nicolas Varin, qui est champion du monde. Et puis aussi, on a eu un Français sur la 3e marche du podium. Et puis votre compagnon qui était aussi avec vous, qui a terminé 6e, mais a priori c'était relevé quand même. Parce que ça reste, même si c'est peu connu, c'est très relevé sur place, parce que dans d'autres pays, c'est plus développé. Exactement, exactement. C'est effectivement, on va dire qu'en Autriche ou en Italie, un athlète comme moi, il va être autant connu qu'Alberto Tomba ou je ne sais pas quelle pointure on va donner, mais effectivement, c'est beaucoup plus médiatisé et plus reconnu. Et donc, pour ce qui est de mon compagnon, effectivement, j'ai la chance de pouvoir pratiquer cette discipline avec lui. Et donc, il n'a pas démérité puisque lui aussi est revenu avec un très bon score et une 6e place. Alors, est-ce qu'on peut voir quand même vos médailles? Vous les cachez alors que c'est dommage. On va les faire voir à la caméra. Voilà. Donc, une en or, une en argent. Quelle qualité il faut avoir pour pratiquer ce sport? Les qualités, eh bien, c'est celle de tout bon sportif. Déjà un bon entraînement physique. Et puis après, sur un parcours comme celui-ci, c'est l'expérience qui a payé. C'est-à-dire qu'il fallait être bien concentré pour arriver à bien imaginer quelles étaient les meilleures trajectoires, les meilleurs passages à trouver. Et après, il faut aussi un petit peu d'engagement parce que, mine de rien, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer dans un parcours comme celui-ci. Les prochaines compétitions, il y a des échéances là cette année, les années prochaines, comment ça se passe pour vous?
Oui, alors j'étais pas forcément sûre de ce que j'allais faire à l'issue de ces 2 belles médailles, parce que c'est vrai que quand on atteint quelque chose comme ça, c'est pas forcément évident de redescendre. Et puis finalement, ça y est, dans ma tête, c'est déjà tout tracé. Donc je vais faire les sélections l'année prochaine, donc sur les différentes Coupes du Monde, et, pour aller me présenter au prochain Roller Games qui seront à Barcelone en juillet 2019. Voilà, le rendez-vous est donné. Et où je remettrai en titre, voilà, en jeu mon titre. Et pourquoi pas des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on pourrait espérer que cette discipline, elle est olympique, elle n'est pas olympique? Non, elle n'est pas encore olympique. Paris voilà. en 2024, ça serait Alors, on parle le rêve. peut-être de démonstration à Paris 2024, mais plus dans des disciplines où il y a beaucoup plus de pratiquants, comme... on vient de voir passer Mathieu justement, comme donc le marathon ou le hockey ou le patinage artistique. Parce qu'en fait, dans le milieu du roller, il y a de nombreuses disciplines. Et donc, c'est d'abord celles-ci qui seront olympiques avant les nôtres. Mais je ne désespère pas un jour de voir nos enfants prendre la relève. Parce que c'est assez impressionnant. Très rapidement, vos rollers, c'est des rollers spéciaux? Comment par rapport aux rollers? Moi, j'y connais absolument rien. Donc... moi, ils ont trop rien de spécifique. En fait, ce sont des vieux rollers, tout simplement, parce qu'ils ont la particularité d'être rigides. Et vu qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un petit peu assimilé à du ski, et bien en fait, on a un patin qui est assez coquet et très rigide pour pouvoir bien tenir nos pieds et avoir les bons appuis pour arriver à freiner et à trouver les bonnes trajectoires. Et suivant les disciplines, il y a plus ou moins de roues, ou c'est pareil, il y en a toujours 5? Voilà, ça dépend un petit peu des parcours. Là, c'était un parcours très engagé et très abrasif. Donc, en fait, on avait plutôt pris l'option d'avoir des patins qui tournent vite, on va dire. Et après, quand on a des parcours plus roulants, eh bien, en fait, on a des patins avec des plus grosses roues qui sont un petit peu plus durs à lancer, mais qui permettent d'aller encore plus vite. Et vous avez des protections aussi sur tout le corps, j'imagine? Tout à fait. Oui, on est très bien protégé, voilà, comme un motard, on va dire, avec une combinaison en plus par-dessus. Donc si les jeunes veulent s'y mettre, une paire de rollers, des protections, et puis le terrain de jeu ici est immense. Exactement, exactement. Là, il y a des possibilités à l'infini, et donc il existe pour s'entraîner des freerides, et notamment aussi dans la région, comme là le dernier c'était au Lin d'Arrêt, donc un très beau spot avec 13 virages, plus de 5 km de descente. Et donc ce sont des parcours qui sont sécurisés, qui sont fermés à la circulation avec des matelas, etc. Et du coup, on peut s'entraîner en toute sécurité. Eh ben, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Émilie. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis on espère vous réinviter pour d'autres formidables médailles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite après cette émission, vous retrouvez Fanette de Buisson pour le JT. Elle parlera du Tour de France, bien évidemment, et également des accueils des primo-arrivants. Demain, nous parlerons de la Fondation Mérieux. Ralph viendra nous donner ses bons plans. Et puis enfin, il sera question du Birthday Festival. Tout de suite, donc le JT. Et nous, on se retrouve demain à partir de 18h. Salut!